Bonsoir à tous pour cette nouvelle rencontre de la médiathèque centrale de Montpellier Méditerranée Métropole, en partenariat ce soir avec la maison de la poésie, la maison de M. Joubert. Alors nous sommes bien sûr heureux de vous accueillir tous et surtout pour cette rencontre, pour saluer Franck Venaille, un hommage au poète disparu. Cet hommage sera conduit par Jean-Baptiste Parra, qui est poète, critique, traducteur, rédacteur en chef de la revue Europe. Et je tiens à le remercier également puisque j'ai participé à un numéro sur Joseph Delteil. Et comme on a un fonds Delteil ici, on est très heureux de vous recevoir aussi et de vous remercier personnellement, physiquement du moins, pour cette belle revue. Mais il y a aussi un très beau numéro, comme vous avez pu le voir, qu'il a consacré effectivement au poète qui nous occupe ce soir. Donc je parlais de vous, de M. Parra, donc avec la participation de M. Claude Ladelin, qui est poète, qui est bien connu, qui a eu une action importante aussi à la Maison de la Poésie et qui continue d'ailleurs à travailler dans ce sens-là. Et on devait avoir un éditeur et poète, Jacques Brémond, mais il est retenu par l'actualité, et donc on regrette son absence, mais on le salue quand même, parce que je pense que ça aurait été bien de l'avoir. Et les lectures seront proposées par le comédien Jean-Marc Bourg, que beaucoup de monde connaît, qui a vraiment un très grand talent de lecteur et de comédien, bien sûr. Alors, né à Paris en 1936, Franck Venaille fut attiré très tôt par le pays flamand, où il séjourna durant son enfance et fut marqué en profondeur par son service militaire de 2 ans qu'il effectue en Algérie. Il a participé à la revue Action Poétique dans les années 1960 et dans les années 1980 à Oran d'Exportley Bitud. Il a également créé les revues Chorus en 1968 et Monsieur Blum en 1978. À partir de 1974, il travaille comme producteur pour France Culture, d'abord chez Claude Royer Journaux dans Poésie ininterrompue, puis au célèbre Nuit magnétique, effectivement, tout le monde se souvient de ces Nuits magnétiques. Il a reçu le prix Robert Granzo en 2009 pour ça, le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2011, le Grand Prix de la poésie en 2017 pour Requiem de la guerre et le Grand Prix national de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Il est mort le 23 août 2018 à l'âge de 81 ans. Et pour terminer cette courte introduction, mais j'aimerais simplement citer un extrait, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, de la revue Europe de M. Parra, qui a écrit donc « Franck Venaille nous a quittés le 23 août. Dès ses débuts en 1963, il avait été salué dans Europe par Pierre Morange. Nous t'entendons, Venaille, et puisque tu es venu, nous ne pourrons plus nous passer de toi, de ta voix pathétique, que là, soudain, est désormais parmi nous. » De l'apprenti foudroyé en 1969 à la descente de l'Escaut en 1995, de Tragique en 2001 à les batailles des Éperons d'Or en 2014 et à Requiem de guerre en 2017, l'œuvre de Franck Venaille se détache parmi les aventures poétiques les plus intenses de notre temps. Hanté par une violence originelle et marquée au fer rouge de l'histoire, la guerre d'Algérie, il a été très tôt tenté de transférer dans les mots l'énergie de l'angoisse et de la révolte, la sueur du désir et les morsures de la douleur. Une mystérieuse puissance d'émotion en émane, révélant la singularité d'une voix qui aime varier ses rythmes, donner de l'ampleur au souffle, ou au contraire le heurter, le briser, et qui sait passer du tragique au grotesque, de l'ardeur épique à l'objectivisme lyrique, ou du sanglot à l'humour jaune, sans jamais se départir d'une secrète élégance. Franck Venaille nous a quittés, son œuvre et sa voix demeurent. Il est bien vivant et il sera encore bien plus vivant grâce à cette soirée et grâce à vous, messieurs, que nous allons avoir le plaisir d'écouter. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Éteignez vos portables si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci. Bonsoir. Donc certaines choses ont déjà été dites à propos de Franck Venaille. J'essaierai d'entrer un peu dans son œuvre, peut-être évoquer quelques souvenirs un peu pointillistes. Quand je l'ai connu, il habitait dans la demeure où il est resté jusqu'à la fin de ses jours, avec sa seconde épouse, Micha Venaille. Donc dans le 15e arrondissement, voilà, 4 rue d'Alray.
dans la pièce où on se retrouvait, il y avait quelques peintures. Je me souviens en particulier d'un très beau portrait où il était avec Micha, qui avait été fait par le peintre Monori. Il a été lié, au moment où il faisait ses revues en particulier, à des peintres, à des plasticiens. Jacques Monori, qui est décédé quelques jours après Venaille, cette année, Peter Clasen, Boltanski aussi. Et ça veut dire qu'il y avait cette attention, certainement chez lui, à la manière dont des plasticiens, des peintres, pouvaient se saisir d'une réalité, puis je dirais la transmuter dans l'œuvre. Et cette première chose qu'on peut dire, c'est que cette transmutation, c'est aussi ce qu'il a fait de sa propre vie. J'y reviendrai, puisque l'un des caractéristiques qui peut qui peut le distinguer dans le paysage de la poésie contemporaine, ce n'est pas du tout un poète qui aurait érigé son propre monument, comme l'a fait par exemple Saint John Perse en préparant sa Pléiade, en surveillant tout, en réécrivant des lettres, voilà, donc en donnant une espèce de figure pour l'éternité. Non, c'est pas ça. Chez Frank Venaille, il s'agit plutôt d'une refondation de l'identité et qui donc va ouvertement vers la légende, mais pas du tout vers une légende qui voudrait se faire passer pour la réalité d'état civil. Hein. J'y reviendrai. L'autre chose, Venaille, quand on se souvient de lui, si on se souvient de sa poésie, c'est évidemment ce qu'il appelait un ton. Il dit « j'écris en Venaille ». Et effectivement, il y a un ton Venaille, on en reparlera. Mais c'était aussi une voix, je veux dire, au sens le plus immédiat du terme. Et bien avant de le connaître, justement, il a été rappelé qu'il avait travaillé à France Culture. Il avait cette voix, je dirais, éminemment radiophonique, enfin une très belle voix. Et surtout, il lisait magnifiquement ses poèmes. Et je pense que des enregistrements ont pu être gardés de l'époque où il n'était pas encore atteint par la maladie, affaibli par la maladie, et où on a des lectures vraiment extraordinaires. Et justement, il a été atteint à un moment de la maladie de Parkinson, et bon, il a lutté contre ça, et ça va prendre une importance, là aussi, il va la transmuter d'une certaine manière dans son œuvre. Ça aussi, j'y reviendrai. Les débuts, l'enfance, c'est dans un quartier populaire de Paris, entre le Front populaire et la Libération, quoi. Il naît en 1936, ça veut dire qu'il naît l'année du Front populaire, il devient ado à la Libération. Et à la fois un attachement indéfectible, certainement, et mythique. La rue Paul-Bert, sa rue Paul-Bert et la rue Titon, qui était la rue de son école, je veux dire, ça devient des noms sur un mode mineur, mais comme tel ou tel endroit, je sais pas, dans l'Iliade, ou voilà. C'est une légende. Et en même temps, il y a cet attachement extrêmement profond à ça, et le désir de se donner une autre naissance. C'est quelqu'un qui ressent, c'est un homme extrêmement, je pense qu'il a été aussi un enfant extrêmement sensible, et dont il a porté, en fait, tout en aimant ses parents, je pense qu'il a porté une sorte de honte par rapport à son père.
son père était policier. Je pense qu'il a eu une honte de ça. Mais son père n'a pas toujours été policier, puisque on verra tout à l'heure dans un passage qui nous sera lu de son dernier livre, il lui apporte sa gamelle à Bercy, c'était l'entrepôt du vin, et son père là était tonnelier. Ce qu'il n'a jamais su, Franck, et qu'on a su que quelques jours après sa mort, c'est que pourquoi son père était passé de flic à tonnelier. Ben, c'est parce que sous l'occupation, pendant la guerre, il a fait partie d'un groupe de policiers qui se sont organisés pour prévenir des familles juives à l'avant le Veldiv. Et donc, en fait, il a été révoqué de la police. Et il ne l'a jamais su, ça, Franck Venaille. Ce qui aurait évidemment pu lever ce sentiment. Voilà. Disons, cet homme exposé qui semble être né avec un bagage de mélancolie, il va y avoir une autre épreuve très vite, c'est qu'il est évidemment de la génération qui est envoyée en Algérie. Et donc, ça va être une date évidemment majeure dans sa vie. Je vais aussi y revenir. Quand il est envoyé en Algérie, il est déjà militant depuis quelques années au Parti communiste. Ce que m'a montré Micha Venaille après sa mort, c'est qu'elle a retrouvé, parce qu'elle s'est débarrassée de tout, enfin, sauf de ce qui touchait directement à la bibliothèque de Franck Venaille et à ses manuscrits, etc., qu'elle a confié à un centre qui est l'IMEC, où on conserve comme ça des manuscrits, bibliothèque d'écrivains. Mais elle m'a montré un petit livre très abîmé, très abîmé. Elle me dit c'est un livre qu'il avait toujours dans sa poche en Algérie. Alors, je me suis demandé si c'était pour l'auteur ou pour le titre. Et si c'est pour le titre, c'est à la fois extraordinaire et paradoxal. C'est La quête de joie de Patrice de la Tour du Pin. Et donc, on ne peut pas imaginer poésie plus éloignée de celle de Franck Venaille que celle de Patrice de la Tour du Pin. Mais en revanche, j'ai trouvé ça absolument incroyable que lui, l'homme, disons, du spleen, d'une mélancolie incroyable, ait ça dans sa poche de soldat. Bien. En tout cas, du point de vue de ses publications et peut-être de la prise de conscience de l'importance de ce poète, il y a une date, à mon avis, qui est une des dates majeures dans la poésie française, disons, de l'époque actuelle. C'est 95, et c'est l'apparition de ce livre qui s'appelle La descente de Lescaut. Mais donc, je vais m'y attarder un peu, et je voudrais faire un retour amont, puisque au début des années 60, au lendemain de la guerre d'Algérie, il venait de publier ses premiers poèmes, qu'il avait justement en partie écrits dans le Bled, derrière la ligne Maurice, qui courait le long des frontières avec le Maroc et la Tunisie, pour séparer les combattants de l'ALN de leur base à l'étranger. Et donc, il a publié des poèmes, Journal de bord, et à ce moment-là, il ne se dépeignait pas encore sous les traits d'un officier de l'armée des morts ou d'un officier du 54e régiment de l'armée des trop sensibles, mais il était déjà ce rebelle inquiet, cet homme en guerre, tout de hardiesse et de brûlure. Il n'offrait alors que les simples prémices d'une œuvre, mais chargé de présages pour qui savait lire, reconnaître un tempérament et en deviner l'essor possible. Et il y a un aîné qui fut cet oracle, qui sut voir ça. Cet aîné, c'est un grand poète, insuffisamment connu, c'est presque scandaleux qu'il soit si méconnu. C'est Pierre Morange, magnifique. Vous trouverez par exemple sûrement traîné sur Internet au moins un poème de lui qui s'appelle Berceuse à Auschwitz. Si vous lisez ça, vous l'oubliez plus de toute votre vie.
mais lui est vraiment scandaleusement oublié. Il était un peu barré partout, mais dans la revue Europe, il a très souvent publié, et c'est justement dans Europe qu'il a salué Venaille, ses premiers livres, des livres que Venaille par la suite a reniés, trouvant que c'était vraiment des œuvres de jeunesse. Mais c'est le passage que vous avez lu tout à l'heure, monsieur Gudin de Valrin. Mais quand même, c'est magnifique, quoi. Salut un jeune poète, en terminant l'article par « Nous t'entendons, Venaille, et puisque tu es venu, nous ne pourrons plus nous passer de toi, de ta voix pathétique que voilà soudain et désormais parmi nous. » On peut renier le livre après en trouvant que c'est un livre de jeunesse, mais n'empêche que d'être salué par cet aîné, et un aîné qui avait le même engagement politique que Franck Venaille, et pour lui à cette époque ça devait certainement compter, et surtout qui était un poète aussi, enfin blessé, un poète magnifique mais assez sombre, voilà. Et donc il a d'ailleurs, je vous invite ça si vous voulez connaître Pierre Morange, il a eu à cœur disons, c'est même pas de payer sa dette, mais de dire, de faire ce geste d'amitié, de consacrer à Morange un très beau livre dans la collection Poètes d'aujourd'hui des éditions Segers. Donc il y a toujours dans cette collection, aujourd'hui disparue, un essai au début, et puis un choix de poèmes. Et c'est très très beau. Et il y a une anecdote assez amusante qui racontait, c'est que la première fois qu'il est allé voir Pierre Morange à Paris, c'est madame, il a sonné à la porte, c'est madame Morange qui ouvre, elle lui dit « C'est pour la poésie, deuxième à droite. » Deuxième porte à droite. Bien. Mais ce qui est très étonnant, c'est que voici aussi ce que disait, par quoi commençait l'article de Pierre Morange. « Jeune cheval de feu, là, c'est donc ton tour de t'élancer dans la vie. Tu t'impatientes et tu frémis, tu y vas, tu y es, tu reviens. » Je veux remarquer deux choses. Le cheval, je vais y revenir, et puis jeune cheval de feu, là. Cette interjection là, à partir d'un moment, et un peu comme chez Laforgue, ça va faire partie du rythme de la poésie chez Venaille. Par exemple, on va avoir l'emploi de ça, mais pas ça pour désigner quelque chose. C'est plutôt ça qu'on dit ça, comme pour inviter quelque chose, un animal fougueux à se calmer. Hein, voilà. Voilà. Et donc, c'est très étonnant que Morange ait dépeint ce tout jeune Venaille sous les traits d'un cheval, car ce sont exactement ceux que devait plus tard endosser dans sa constellation mytho-biographique. Ce sont sous les traits du cheval qu'il devait aussi se présenter. Et alors, il ne s'est jamais présenté en yearling, il ne s'est jamais rêvé sous les traits d'un cheval de course, mais plutôt sous les traits d'un cheval de trait, justement, d'un cheval de halage tirant sa charge au pas, ou d'un cheval de mine peinant dans le noir. Et ces figures qu'on pourrait dire iconomotrices, dans le sens où c'est des images fortes qui donnent le mouvement d'entraînement au poème, et non seulement son mouvement d'entraînement, mais justement comme un arrière-plan légendaire, dans ce dédoublement de l'être qui s'incarne dans des figures, y compris animales. Eh bien, on voit souvent se profiler ce cheval dans les poèmes de Franck Venaille. Il ne s'agit pas d'une métempsychose, hein, ça n'a rien de bouddhiste, mais c'est tout simplement une substitution de naissance, on est dans l'ordre du mythe, et d'une refondation autobiographique. Et évidemment, il y a aussi, je veux dire, c'est à la fois très sérieux, mais en même temps avec toujours l'ombre d'un léger sourire. C'est-à-dire, il ne croit pas qu'il est réellement un cheval, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, sur un certain plan, il est réellement ce cheval. Et préfaçant en 98 une anthologie
de ses poèmes pour lequel il a choisi le titre de Capitaine de l'angoisse animale, il écrivait « Il a décidé d'être né sans géniteur humain, en homme libre ». Donc, cette invention épique et légendaire est l'un des traits saillants de son œuvre. Il le disait « J'ai voulu imposer très tôt ma propre légende, être né sur une plage d'Ostende de la fusion entre la mer du Nord et le sable. » Donc, à partir du moment... Alors, il y a un tropisme, il y a toute une série de tropismes extrêmement intéressants chez Venaille et qui contribuent aussi à cette légende. C'est-à-dire que lui, qui est de la rue Paul Bert, dans le 11e arrondissement, à l'époque, on ne peut pas faire plus titi parisien, il se rêve belge, en fait. Alors, il peut se rêver né de la naissance, de la rencontre de la vague et de la mer du Nord et du sable. Voilà. Et donc, mais il y a toute une projection sur la Belgique. Dans le sport, il y a toute une projection sur un club aujourd'hui qui n'est pas entré en Ligue 1 ni même en Ligue 2, enfin bon, même si on en parle un tout petit peu, c'est le Red Star de Saint-Ouen. C'était un partisan, fanat du Red Star de Saint-Ouen, mais il y avait aussi une dimension politique. Pas seulement l'étoile rouge, c'est que dans l'équipe du Red Star de Saint-Ouen, vous aviez un joueur qui s'appelait Rino de la Negra, et qui est sur l'affiche rouge, et qui fait partie des fusillés du Mont Valérien. Donc c'est vrai que c'était un club de banlieue ouvrière à ce moment-là, et que c'était quand même un club très particulier, quoi. Dans toute cette légende. Et du coup, tout ça se ramifie. Par exemple, il aimait beaucoup Trieste et puis le poète Umberto Saba, globalement. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qu'il aimait énormément chez Umberto Saba, c'est qu'il avait écrit des poèmes sur des matchs de foot. Et donc, voilà, qu'il avait aussi pris ça en compte. Mais en tout cas, je reviens à ce côté légendaire. Parce que ça a des conséquences sur ce qu'il va, sur la matière qu'il va travailler et la manière dont il va la travailler. À partir du moment où on se place dans la légende, on ne peut pas, par exemple, avoir comme référent en arrière-plan la littérature romanesque au sens classique. En revanche, ça peut tout à fait prendre corps au théâtre, à l'opéra. Ça veut dire qu'en fait, c'est une partie de ces modèles de projection qu'il retravaille et qu'il fait intervenir dans son écriture, ça va être ça va être le théâtre, l'opéra, où il y a une forme de narration. C'est-à-dire que sa poésie va aussi inclure une forme de narrativité, parce qu'il ne peut pas y avoir de légende ou de mythe sans narrativité. Donc on ne peut pas être dans une poésie de la pure, pyrotechnie ou de la succession comme ça d'épiphanies improbables. Bon, voilà. Et donc on va tisser ensemble le réel et le songe et voilà. Et alors là, c'est là que l'invention poétique devient vraiment très très belle, puisqu'il peut aussi bien se rêver fleur de sureau que cheval ou oiseau. Il y a une dimension sur laquelle il faut insister, c'est, j'ai parlé de la honte, mais plus que de la honte, c'est comme s'il était né avec le poids d'une faute. Être né coupable. Alors bon, je sais qu'on est dans un monde qui est marqué, je dirais, par tout le corpus chrétien, mais enfin, tout le monde ne se sent pas coupable. Alors, Venaille, il a amplifié, en fait, cette chose-là aussi jusqu'au légendaire, c'est-à-dire le poids de la faute. Cette tache obscure qui va hanter ses livres comme un thème venu du lointain des âges, et qui justement, de par le fait qu'ils viennent du lointain des âges,
renforce aussi le côté légendaire qu'il donne à sa poésie et qu'il réinvestit dans son propre dispositif d'écriture. Ça a un rapport avec les animaux, d'une certaine manière. Si on pense à ce que disait Deleuze, un homme qui souffre, c'est une bête qui souffre, c'est un homme. Et je pense que voilà, ce thème de la faute, de la honte et de la souffrance, on n'est pas du tout dans l'ordre, sont puissamment présents, mais on n'est jamais dans l'ordre, disons, dans le registre de la psychologie. Fort heureusement. Ça a aussi des conséquences parce que, à partir du moment où il se projette, par exemple, dans l'animal, ça veut dire qu'il projette aussi, là, il y a comme le fantasme d'étendre le discours poétique, l'espace de la langue maternelle, jusqu'au discours animal. Et on voit qu'il le veut aussi intégrer dans son poème, le silence, le cri, accueillir ce qu'on pourrait appeler les infralangages, donner parole à ce qui semblait ne pas avoir de mots pour se dire. Et puis, je crois qu'il aspire aussi, et non moins résolument, à faire droit à la part de l'infance en nous, c'est-à-dire celle qui n'a pas accès au langage et qui peut-être même le refuse. Il ne s'agit plus alors de mener de fiers combats du verbe, mais par la voie du poème, d'opérer une plongée sous le temps, en quête du primordial, de l'indifférencié, là, disait-il, où n'existe nulle coupable différence. Donc, je voudrais peut-être dire quelques mots pour introduire la lecture du premier extrait. La descente de l'Escaut, c'est donc ce moment charnière dans sa vie où il sait qu'il est atteint de la maladie de Parkinson et il décide d'aller à la source de l'Escaut et de descendre à pied tout le fleuve jusqu'à la mer. Et de retour, il écrira ce poème, La descente de l'Escaut. Et après son incinération, on est allé porter ses cendres à la source de l'Escaut pour que le fleuve les emporte, refasse le voyage avec lui, en quelque sorte. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce poème, je parlais d'opéra, et c'est la façon dont, tout en gardant son ton reconnaissable entre tous, il va varier les dispositifs d'écriture comme si le même rôle était tenu de façon différente ou presque par des personnages différents, des acteurs, disons, différents. C'est comme sur la scène du poème. Et voilà, comme souffle Claude Adelin, ça va donner aussi une dimension de choralité à cette écriture. Il va travailler à la fois... alors d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont on peut transfigurer une matière totalement autobiographique en la sortant totalement, je dirais, du psychologisme, de l'anecdote, de la confession baveuse, voilà, de l'apitoiement, oui, mais pas, en revanche, le sens de la pitié est profond. Voilà, mais c'est très différent, pitié et apitoiement. Et voilà, et porter tout ça, je dirais, ce voyage qui fut le sien, prend la dimension, une dimension mythique là aussi, un peu comme le voyage d'hiver de Schubert. Il devient une sorte de nouveau Wanderer à travers l'espace de ce fleuve, à travers notre espace contemporain. Et aussi ce qu'il y a, c'est que
évidemment, comme souvent chez les très grands poètes, ils ont leur ton, ils ont leur voix, mais dans cette voix, on entend aussi d'autres voix d'avant, comme si secrètement elles étaient une arche de Noé personnelle à travers laquelle naviguaient des voix antérieures. Et chez Venaille, on sent qu'on passe parfois à côté de Laforgue, à côté de Maeterlinck, qu'il aimait beaucoup. J'avais repéré ça chez lui, j'avais posé la question, et elle a dit, je suis très content que tu me poses cette question. Moi, en général, quand je parle de Maeterlinck à table, mes amis piquent du nez dans leur assiette, comme si je m'égarais. Mais il défendait, et à juste titre, Maeterlinck. Et alors Maeterlinck pour lui-même, et l'une de ses œuvres, on pourrait dire fétiche, c'était le Péléas et Mélisande, donc aussi avec l'intervention de Debussy, bien évidemment. Et je me dis que l'opéra, à partir d'un moment de sa vie, enfin certains opéras, et je pense que c'est venu aussi à travers sa lecture de Jouve, cet intérêt pour l'opéra, l'a certainement amené à concevoir le poème aussi comme une sorte d'espace de voix, pour les voix, d'espace scénique pour la voix, où aussi une histoire se dit, mais où on ne va jamais s'identifier à un personnage d'opéra. On peut s'identifier éventuellement à un personnage dans un film. Mais l'opéra introduit immédiatement une distanciation, en quelque sorte. Et c'est exactement ce qu'il... Et tout en étant susceptible de susciter l'émotion la plus profonde, parce que c'est celle qui je dirais, qui est presque conduite, dictée par le chant, par la voix. Et donc ce mélange de l'intensité d'une émotion, même d'un bouleversement par la voix, et en même temps de cette objectivation, de cette distance qui est mise, c'est à peu près ce que je crois, même presque très exactement, ce qu'il se sentait de devoir faire en poésie. Il y a aussi la question de la laideur et celle de la beauté. C'était un homme d'une incroyable élégance dans la vie, très simple, extrêmement simple, mais enfin, on disait, il n'était pas vraiment, c'est pas dandy parce qu'il n'y avait pas de pose, mais vraiment la classe, quoi, une classe toute simple, mais une vraie classe. Et comment dire, et c'est quelqu'un qui aimait la beauté et qui aimait même, je dirais, faire des gestes qui lui semblaient beaux. Enfin beaux, oui. C'est-à-dire, par exemple, en Angleterre, à Kew Gardens, on peut, en versant une obole pour l'entretien du jardin, avoir une plaque sur un banc, une petite plaque en cuir avec son nom. Et c'est très chic. Et donc il a fait ça pour avoir son nom, celui de sa compagne Micha, sur un banc de Kew Gardens. Bon. Il avait une forme d'élégance que je dirais presque d'un autre âge, parce que c'est pas du tout une élégance qui est soutenue par une puissance d'argent, mais vraiment profondément par une beauté du geste. Et en même temps, il y avait un sens très aigu de ce qui pouvait faire partie de la laideur du monde, de l'horreur. Voilà. Que ça soit à travers tel ou tel, à travers un événement historique, par exemple, comme la guerre d'Algérie, mais plus loin, parce que ça a aussi une dimension presque, je dirais, anthologique. Et pour comprendre ça, je pense que sa position, ce qu'il ressentait, en fait, avait été formulée dans une lettre que Rilke avait écrite en 1907 à Clara. Et cette lettre où il va lui parler de Baudelaire éclaire très très bien ce que fait Venaille, la pensée de Venaille à mon avis sur ce sujet-là. Il disait « Tu te souviens sûrement du passage des cahiers de Malte Brigg où il est question de Baudelaire et de son poème « Une charogne ». J'en suis arrivé à penser que sans ce poème,
l'évolution vers un langage objectif n'aurait jamais pu commencer. Il fallait d'abord qu'il fût là, impitoyable. Il fallait que le regard de l'art eût pris sur lui de voir dans le terrible même, et ce qui ne paraît que répugnant, la part de l'être, valable autant qu'une autre. Pas plus qu'un choix ne lui est permis, il n'est loisible au créateur de se détourner d'aucune existence. Un seul refus, à quelque moment que ce soit, le prive de l'état de grâce, le rend absolument coupable. Et on voit ça, je ne sais pas si ça fait partie des passages qui seront lus, mais dans la descente de l'Escaut, quand le Wanderer se heurte au cadavre d'un rat. Donc, voilà, c'est ce voyage, on pourrait dire presque un voyage initiatique, au bord d'un fleuve, un fleuve lent, important, dont le cours s'étend de l'Artois, les collines de l'Artois jusqu'à la mer du Nord, que va s'installer l'action du poème sur le peu de relief des plaines traversées. Et justement, cette planéité du paysage peut se prêter à une double association mentale. Et d'une part, avec une scène de théâtre ou d'opéra où évoluent des personnages, et puis par ailleurs, avec la planéité d'une page où l'écriture va imprimer sa foulée d'encre, faire se lever images et sensations. Il faut voir ce qu'il disait à ce propos. Les paysages, si beaux et étranges soient-ils, sont toujours au service de l'écriture et pas l'inverse. Donc chez lui, c'est pas un écrivain pictorialiste qui va nous décrire un paysage. Il y en a qui le font très bien, hein, mais lui, c'est pas du tout son travail. Bon, je n'étais que trop long. J'abrège. On reparlera tout à l'heure, et je crois que le moment est venu d'entendre Jean-Marc Bourg nous lire un extrait de la descente de l'Escaut. Marcheur sentimental, toutes ces capitaineries, ces ports à investir, toutes ces écluses à ouvrir avec ta clé géante, ces douves que tu combleras dans la solitude des hommes de quart. Oh, nous devons comprendre ce paysage, admettre ce qu'il offre d'étrange. Oh, nous devons partir à la recherche de nos morts, de notre moi enfoui si gras dans la terre qu'il geint, la bouche pleine, nous terrifie avec sa face d'amant. Ici, c'est juste un souterrain d'où suinte l'eau blanche encore, la blessure première. Source, des marches à descendre, une pierre rouge qui jamais ne déteint. Nous nous regardâmes. Déjà, je savais qu'entre nous, la ressemblance serait grande, et j'eus peur. Des troupeaux entiers allaient-ils s'abreuver de ma substance même? Un moment, je le craignis. Le bois entier se pliait. Je devins feuille morte et forcément stagnante. J'étais pourtant là pour vivre, marcher, m'échapper et, hardiment, avancer toujours plus au nord. Ô paysage lunaire, ô deuil, j'étais là, dans mes vêtements noirs, à écouter la fente gémir, se plaindre, avouer ses secrets. Marcheur sentimental, te voici lancé près de ce qui n'est encore qu'une frêle rivière, déjà rêvant de l'embouchure. Et de la bouche magique sort l'eau très pure que tu vas suivre et qui peut et qui doit, n'était-ce pas écrit, à jamais te régénérer. Quel sera le secret de l'eau? Quels livres anciens lire pour s'approprier la connaissance? Me voici, juste et indigne, taciturne et sensible, instable terriblement, moi, faisant face à la matière même de ce qui va devenir fleuve, moi, pour guérir un peu, prévenir la mer si lointaine que je me suis mis en route. Ainsi,
L'homme et la fente se regardent-ils, tandis que des corneilles lisent leur acte d'alliance dans la transparence de la source, de là-haut, ricanante, guettant le voyageur. D'abord, quel était le plus angoissé des deux quand ils se regardaient dans leurs yeux verts? L'homme? L'eau? Il se fit un grand tapage de prémonitions diverses, et chacun y alla de son acte manqué. Marcheur, je le suis. Marcheur, je progresse dans les souterrains du château, espérant ce ray de lumière qui m'enlèvera tous mes doutes. J'aimais cette béance, ce fut immédiat. Elle annonçait blessures à venir, charpies, garrots, cette souffrance identique pour un comte de Flandre ou un berger niais. Tendresse des troupeaux. Vous broutez sans douleur apparente des épines qui pourraient déchirer le géniteur qui perdure en moi. Père des eaux, père de ce silence qui enveloppe la sortie soudaine de ce liquide, qui croît, s'élargit, cherche sa voie entre deux prairies et, devenu canal, accueillera les péniches. Ô source, je te vis tel que tu m'apparaissais déjà dans mes rêves adultes. Dès lors, il suffisait, dites-vous, de suivre le courant. Mais quand l'eau stagne, vers où se diriger? Et puis, la source même était inondée. J'allais, je revins, je repartis. L'eau s'écartait, m'encercla. Sur le corps entier du marcheur se referma, puis, très vite, de nouveau, s'ouvrit. Plus de bruit, aucun murmure. Le crissement du vent dans les champs de betteraves. Et, très loin, la silhouette d'un journalier ivre de sucre et de blocs d'alcool. La source est calme, et je le sais. Mais n'étais-je point parti pour vérifier cela? La source et l'homme, une dernière fois, se regardèrent. Sans angoisse, le marcheur plongea sa main malade dans l'eau de ce novembre de glace. Il ne se passa rien. D'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé. Quelque chose me dit qu'il est vain d'attendre qu'ici, enfin, l'on espère. C'est cela, la vérité. Je marchais pour me connaître, allant à la poursuite d'un rêve dont je m'étais fait un but. Le fleuve devint plus large. Je ne gênais personne. Ah, ce n'est pas ce marcheur qui aurait causé un désagrément, même léger, à ses voisins. Permettez-moi de sourire. Durant tout ce voyage, je n'eus d'autres compagnons comparses que moi. Voilà ma vérité. On démarre. On se saisit du fonctionnement de son corps. Ensuite, il est impossible de revenir sur ses pas. Question de principe. Mais dans sa chambre d'hôtel, si spacieuse soit-elle, on se retrouve bien sûr à l'étroit. Que faire de ses jambes, de son courage, de ce qui perdure en nous de concentration bassement physique? Je fis donc connaissance d'un sentiment nouveau et estimable, la concorde, qu'à moi-même je m'octroyais. Je m'allongeais sur le lit. J'avais, au préalable, brossé, graissé mes chaussures, ainsi que les deux parties inférieures du corps qui, chaque matin, hardiment y pénètrent. C'est cela, la vérité. Je marchais pour me fuir, empêtré de moi-même. Mais comment avancer tant et tant sans justement se servir, utiliser son corps? J'avais déjà gagné la concorde. Fixant mes extrémités, je parvins à m'endormir sans que l'angoisse pratiquement intervienne. La marche a du bon pour combattre l'anxiété. Chaque médecin rencontré vous le confirmera. Mais que savent-ils, ces gens-là, du caractère intime de mon malaise? Cachet bleu vaut pour celui-ci, tel autre humain aura besoin de 2 petits pions blancs pour éviter les transes, la gigue intérieure. Soit, moi, je marche pour tenter de comprendre les raisons de ma fuite, ne cherchant que la paix et n'aspirant qu'au calme plat des vagues. Mais revenons plutôt sur la verticalité des cheminées d'usine et des clochers, seul point de repère, bornes admirables d'un paysage abstrait, uniformément plat. Voilà la vérité. On prépare son voyage, on prend la source, le ruisselet, le fleuve enfin par surprise. Certains matins, ciel et eau y ont couleur commune, ce qui ne va pas en poser quelques problèmes d'ordre pratique. Devais-je voler?
Je songeais à cela sur mon lit, dans mon lit de marcheur affamé. Ce que j'ai pu en dévorer de péniches à quai. Sur l'eau, croyez-moi, elles vont trop vite, et aucun être normalement constitué ne peut, avec ses deux mains, les atteindre, s'en saisir, les ingurgiter. C'est cela la vérité. Je percevais l'arrivée des remorqueurs grâce au bruit d'eau que derrière mon dos j'entendais. Vigilance militaire. Avant de me coucher, j'accrochais à la poignée extérieure de la porte de ma chambre un carton sur lequel on lisait « Danger, risque de noyade ». L'être humain, trop souvent, perd sa vie à cause d'une imprudence commise sans y penser dans son jeune âge. Voici une première liste des usines traversées. Usinor, Travesco, Malterie franco-belge, Sogesco, Ascométal. Mais que faire de son corps à l'arrivée, après la marche? Je cherche la réponse. Déjà, j'ai pu me rendre compte que l'arrière des ateliers donne toujours directement sur le fleuve. Abasourdi, le marcheur découvre alors que le bâtiment ressemble trait pour trait à ce ferry qu'il emprunta un jour de brume. C'était sa vérité. Si vous marchez sans rien noter, rien ressentir et surtout sans rien voir, pas de descente de l'Escaut possible. Le fleuve semble avoir un cours régulier. Il impose son rythme, sa dimension, sa profondeur. Je le crois très indépendant d'humeur. C'est sans âge. Cela aime vivre, éloigné de tout. C'est toujours là. Ça ne risque guère de changer de place. C'est ça, la vérité. J'étais malade. Il aurait fallu qu'au plus tôt je devinsse belge pour espérer guérir. Guérir, comme l'on détient un fonds de commerce. Guérir, ce que l'on propose aux enfants tristes et agenouillés en échange d'une fine tranche de Jésus. Je fus cet homme. La souffrance modifie tant la vie qu'à la fin, on ne sait plus si on ne doit pas se prosterner, au moins se découvrir et jeter ses chaussures en balbutiant simplement merci. Souffrance sentimentale et mentale. Ah, la sournoise revanche prise par cette vis que l'on ne peut correctement enfoncer dans le bois de la croix. Revanche du dénommé Christ, l'homme au clou. Je puis encore taper et taper, oui, taper sans crainte sur cette tige de métal comportant pointe et tête. Rien ne me manque. Rien? Si. Ma ration de vinaigre de vin. Malade. S'expatrier, partir, laisser ses jouets préférés contre la chair tendre de sa nurse. J'aimais alors ce que je devinais de ses dessous de soie, ce qu'elle me montrait les soirs d'orage, afin que j'aie moins peur. Qu'est-ce qu'une frontière? Rien. Des deux côtés, le boulanger aime sa boulangère, et c'est du bonheur pour celui qui marche, celui qui va, hanté par des images de mort. Mais je me respecte trop pour me travestir. Jouer à l'Ophélie de passage, et puis, n'était-elle point folle? Le bruit en a couru. On la retrouve, scalpée par l'hélice d'un remorqueur, la bouche déchiquetée par des morsures, des baisers d'une essence fatale. Belge, je ne guérirais point, mais j'y gagnerais en obstination. Celle que connaît chaque petit peuple. J'étais malade. Avais-je trop joué au trou de souris, à l'éléphant bleu, à épater deux oiseaux débiles qui, sans cesse depuis le départ, me tiennent compagnie? J'étais parti pour marcher, pour œuvrer, pour guérir aussi. Las, désormais le fleuve est dans la ville, canaux, chantier naval, batellerie ô combien locale. Enivrons-nous de la vision des parkings sauvages, d'un égout à ciel ouvert, d'une forte concentration d'azote et de phosphore. Mauvais tout cela, mauvais pour celles et ceux aimant la religion d'antan, la foi tranquille, l'encens pourtant toxique à haute dose. Ville, rejets industriels et domestiques, parfois frôlant l'intimité la plus crue. Madame, ne vous ai-je point surprise au matin, vidant dans le fleuve même le contenu de votre pot de vin? Morne plaine où, par dizaines, pendus par la soldatesque espagnole, les peupliers se balancent au vent, gibets, corbeaux. On dirait que Dieu lui-même s'emploie à décourager les rares poissons survivants.
On crie, on s'ébroue, gaiement l'on se parjure. Ah, le travail à domicile, un dé à coudre, quelques mètres de lin, et nous aurons la réplique exacte du suaire saint. Homme malade, ne perds pas foi ni espérance, me bêlais qui, vous savez, visage saisi au matin dans la gelée blanche, face mystique certes, mais animaux tout de même, qui se grattent le derrière contre le tronc d'un bouleau. Frêle, j'avançais. Serein, je me hissais jusqu'à la pure extase. Était-il encore question de guérir? Ah, battre ma coulpe et me propulser, nu, dans le bûcher. Voici l'eau. Les joncs tiennent conseil. Là-bas, ample, béni par les hommes, la prochaine courbe d'où par dizaines des canards s'élanceront. Marcher, descendre le courant, l'esprit conduit par une sorte de nostalgie à peine romantique. J'étais ailleurs, traversant un cimetière, serrant la main des morts. J'étais malade. J'avançais sur la berge pour acquérir sérénité et allégresse. Vint le temps de longer usines, sablières, moulins, carrières, dépôts et guets. Vint le temps de la souffrance qui vrille, celui où la tête d'elle-même pénètre dans le sac noir. C'était donc cela. Comme il aurait fallu qu'au plus tôt je devinsse ce que j'ai dit. J'avais la totalité du visage de l'estuaire dans ma main. J'avais l'ensemble de sa pensée sous les doigts. J'avais son étrange beauté, je la possédais, m'imprégnant de ses traits afin que, une fois disparue, je puisse encore et encore me souvenir d'eux. J'avais cette tête humaine avec ses intrications animales, un peu de ce merle, beaucoup de l'épouse du cheval, quelques traits de la souris papivore qui crie sa peur de paraître différente, d'être différente, de glisser au lieu de galoper, de marcher. J'avais la face animale et humaine de l'énigme, pas du sphinx, non, pas de l'homme aux yeux crevés, mais Bruant, Buse, Brêmes et Gardon, Loriot, celle de l'humanité, blessée, meurtrie, repliée sur soi comme une figure de tombeau. J'eus cette noble énigme sur laquelle, métaphoriquement, à bord du cargo Baptaille, je m'interrogeais. Ah, douleur d'être cet homme, trop calme, mais qu'un feu, une torche, un brasier intérieur brûle. Je l'avais, je distinguais le masque tragique de l'énigme, mais désemparé, désespéré, fragilisé par tant de souffrances intimes, je ne parvenais pas à comprendre le sens de cette possession. Pourtant, n'avais-je pas la totalité du corps de l'estuaire dans ma main, sentant vivre sa pensée sous mes doigts et, souhaitant la capter, me souvenir toujours et toujours de la totalité de cette manière d'œuvre d'art? Totem, vous dis-je, totem allongé, visage énigmatique, son âme, totem, devant lequel, des nuits entières, je piétinais. Là, oui. Je vais être obligé de tenir le nez dans les papiers parce qu'il faut que je tienne le micro d'une main. Donc moi je vais lire un texte que j'avais fait il y a quelques années mais que j'ai recomposé pour la soirée. Le titre que j'avais donné à cette époque-là s'appelait « L'enfant de la douleur première ». Il a mené de livre en livre, depuis Papier d'identité, 1966, L'apprenti foudroyé, cette lutte de toute sa vie avec l'ange maudit qui le hante. La lutte d'un homme mauvais
avec lui-même, l'âpre combat de cet homme que la vie a floué. Dans une écriture qui transpose en cris et chuchotements, en crainte et tremblement, le déchirement de la chair et du désir, et qui appelle autre chose peut-être, une naissance après la mort. Œuvre nuit d'avant l'aube, déchirée d'éclairs. Il les aura toutes faites, les poubelles de l'aube. Il aura touillé toute sa vie le chaudron du mal-être. Franck Venaille, une écriture qui s'élance du chaos intérieur et, comme de dessous le plancher que rongent les rats, le langage du dessous qui fut le nôtre, aura les morts, vers la beauté formelle, la splendeur des cimes. Dans Tragique, il dit « Je crois à la parole rare » et dans Chaos, à ce qui protège des mouvements de foule du langage. Celui-là, il aura parlé au langage, il aura vécu dans la permanence du langage. Chaque livre de Venaille est une interrogation anxieuse sur cette maladie de la forme, seule capable de guérir la maladie du corps mourant et désirant. Il était entré en écriture, écartelé par les grandes forces destructrices de l'être, auxquelles il a fallu ajouter celle de la guerre, celle de l'idéologie, qui n'ont cessé de travailler son désespoir intime, comme le montre encore dans un de ses derniers livres, ce formidable poème politique « Homme pour homme ». Au commencement, il avait écrit « Le parti, l'amour et la mort, je louvoie entre ces assurances, imprégnées par la faim que j'attends ». Bien plus tard, il devait dire encore « Tenez, mon existence, je l'avais basée sur 3 arcs dominants, l'orgasme, le sommeil et la mort ». Cette confrontation du langage, du travail de perfection et de purification du langage, avec ce que Kierkegaard appelle la maladie de la mort et le chaos intérieur, ce combat de la lumière et des ténèbres intimes, sans vainqueur ni vaincu possible, commande toute la poésie de Franck Venaille, tenaillée par un irrépressible besoin d'épanchement de l'insupportable douleur d'être né et le fier refus de la confidence. Il dit « ce Bataclan des sentiments qui, tous, conduisent à la honte ». Dans son Franck Venaille, François Bodart écrit d'ailleurs, et c'est toujours ce que pratique Venaille, se dénuder extrêmement, s'écorcher, même à vif, mais avec la pudeur de qui terrasse par le miracle de l'art l'exhibitionnisme triste ou l'histrionisme, sacrifiant à sa douleur sur l'autel agnostique de la poésie. Toute l'œuvre de Franck, en prose de poète ou poésie en vers, en rythmique, et particulièrement dans les grands formats, comme on dit pour la peinture, brossée entre 1995, La descente de Lescaut, Chaos, 2006, toute cette œuvre qui s'est dépouillée des oripeaux du chic poétique, leur préférant la panoplie, le costume, les vêtements de l'épouvantail du langage, ne cesse de mettre en scène cette situation de poésie, c'est-à-dire de survie, cet enfant de la douleur première en qui nous nous reconnaissons. Se reconnaître en quelqu'un, son double, car quand on croise son double, on le sait, vieille croyance, c'est qu'on va mourir. Non pas exactement son je, mais un certain air de famille, une même essence, une semblance d'âme ou semblance de douleur. Or, les miroirs ici, ce sont les livres de l'autre, où apparaît la semblance d'âme, la semblance de douleur première. Les miroirs sont les mots qu'il dit, les phrases, les pensées, les idées qu'il énonce sous cette forme particulière que l'on nomme poésie. Les plaintes, les cris qu'il laisse échapper, tout ce qu'il jette et laisse s'en aller sur les fleuves de langage, l'écoulement harmonieux ou les grandes secousses de ses vers. Les miroirs, ce sont les poèmes qui font monter du fond obscur de lui-même le visage étranger de l'autre. Non son visage de chair, mais une forme de l'être, telle qu'en la langue, enfin, l'éternité la change. Grand miroir que m'a tendu Franck Venaille, La descente de Lescaut, Tragique, Où râlent les morts, Chaos, où je me suis reconnu, en cette vie qui n'était pas la mienne. On ne choisit pas son enfer, dit un autre. Cette vie, ses difformités, ses moments de grâce, la spécificité de ses souffrances, enfant de la douleur première, en lui, je me suis reconnu. Franck Venaille, poète convié à ce festin d'angoisse qu'est la vie. Peut-être, avec Jude Stéphan, mais dans un registre plus sauvage,
défardé en quelque sorte de tous les oripeaux du baroque et du maniérisme qui font le charme irritant, le désespoir lettré délétère de l'auteur des Chiens du soir et de la vieille Parque, Franck Benaille aura illustré ce côté noir du lyrisme, un lyrisme critique dont la parole est faite de force et d'abandon, traversée par la grande prolifération du corps souffrant. Oh, joie lyrique d'avoir déposé un peu son barda de vie là, contre la faucheuse, écrit-il. Ou joie lyrique malgré tout. J'arrache brin de lyrisme et d'émotivité. Je prends source dans le langage d'une parole placée tout entière sous le signe de la malédiction de sa naissance. Parole qui, née, appartient au monde de la mort comme chair corrompue par le temps. Un court poème du Livre des morts dans Chaos est à lui seul une métaphore de sa poésie. Mère et père, mêlés, pourquoi pas enlacés, prêts à reprendre cet enfant d'eux qui, ramassant poussière de cimetière, l'ingurgitait pour un étrange orgasme de gorge. Cette parole-là, étrange orgasme de gorge, c'est la question que posent les livres de Venaille. Comment nous sauvera-t-elle du désespoir, du dégoût de nous-mêmes? Pourra-t-elle jamais être, et comment excuse à l'infecte vie? Peut-être le peut-elle parce qu'elle nous projette, celui qui écrit et celui qui lit, unis dans la même ferveur ou la même rage, au-delà du temps dans lequel elle est une fois entrée. Je cite encore, tous ces mots d'encre noire, arrachés au plaisir, consignés sagement à la plume pour mémoire. Tout soleil n'est qu'en mémoire, ou, comme le dit Jouve, c'est dans le cœur que sont rangés les vieux soleils. Et c'est l'étrange alchimie de l'écriture, de la poésie, et non, comme il le dit dans Oura les morts, du genre poétique, que de retirer du vivant des trous bouillonnants de la vie équivoque ce qui fait la douleur, le tragique de l'être, le chaos sentimental, de saisir ce qui passait par le langage hors du langage, pour le confier à l'aile qui survole le naufrage. Fragile savoir dont on sait bien que les chiens ne se battront pas pour l'acquérir. Il n'empêche. Infecte vie, où sera ton excuse? Demandait Jules Stéphan. D'une autre manière, Franck Venaille a répondu à la question, qui est celle de l'autobiographie indirecte, occultée par le déferlement d'un grand discours déambulatoire et fantasmatique dans La descente de l'Escaut ou dans Oura les morts. Que ce soit à Londres, à New York, à Pittsburgh ou dans les villes flamandes, le long des fleuves lents ou de la mer du Nord. Marcheur, ô sentinelle, qu'entends-tu de la nuit? Marcheur, ô sentinelle, noctambule de la grande cérémonie fluviale, ô commandant son navire sans joie vraie, mais qui avance, mais qui avance. Que ce soit à Trieste, la triste, celle de Svevo et de Saba, ou dans Paris, Oura les morts, doit être lu comme le guide noir de Paris. On le voit errer à la poursuite de son destin, dans le labyrinthe des rues de son 11e cercle natal, ou dans son 15e d'aujourd'hui, férocement solitaire dans la foule des errants. Que sont les amis devenus? Pauvre Rudebeuf, pauvre Venaille, à moins que ce ne soit le fantôme du pauvre bébé, Bertolt Brecht, qui remonte avec lui rue d'Alray, ensemble, mais chacun sur son trottoir. Déambulatoire et fantasmatique, à travers l'espace et le temps, le poème de Venaille. Comme cet autre, à travers sa Lisbonne natale, ce Péchoa qui s'en va de la rue des Douradors vers l'impossible et qui confesse dans le livre de l'intranquillité, écrire, oui, c'est me perdre, mais tout le monde se perd, car vivre, c'est se perdre. Non pas un chant, malgré Dante et la forêt obscure du 11e, dans Oura les morts, pas un lamento, mais un galop d'enfer, le chant tourné en dérision, le terrain lyrique miné par les calembours, un poète qui tente de résoudre pour la énième fois l'énigme qu'il est à lui-même. Que ça se passe à Lisbonne, à Trieste, à Paris, qu'est-ce que vous voulez que ça change? On pourrait dire de tous les livres de Franck Venaille qui doivent être lus comme on lirait le livre d'un mort. Posture romantique, théâtrale, diront certains, trop facile. Il m'a toujours semblé, à moi, qu'écrire de la poésie, c'était comme parler de l'autre côté des choses, de là où rien ne parle. Frères humains qui après nous vivez. Chaos
commence explicitement par l'épitaphe Venaille, lui qui se sent pleinement frère de la mélancolie des corbeaux, frère de Villon. D'ailleurs, il est heureux qu'il y ait dans notre quartier, car nous sommes voisins, une rue François Villon dans le 15e, à laquelle il est temps de s'engager. Frère de Rudebeuf, frère de Corbière et Laforgue, frère de Michaud, frère d'Artaud, de tous les estropiés du langage, et Corbeau lui-même, Franck Venaille. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, lui crie Rimbaud à travers le vent sombre des champs d'Ardennes, où dorment les morts d'avant-hier. Hurrah les morts! Et le dernier poème de Chaos est comme une vision qu'on dirait sortie tout droit d'un film de Murnau, dans laquelle son fantôme noir cogne à notre porte. Car c'est nous, de l'autre côté de lui, qui demandons plein d'angoisse, que me veut-on? Nous tous, hommes de péché, hommes dépossédés de notre humanité, d'ailleurs qui parle. Et lui se nomme à la fin, moi, Venaille, dis-je, officier de l'armée des morts. Car ce n'est que mort qu'on entend et qu'on voit l'homme tel qu'en lui-même. La poésie est une activité étrange dans laquelle entrer, comme dans la forêt du milieu de l'âge, est comme mourir à soi-même, à sa carcasse, à l'obscénité de son corps et de sa mémoire. Mais écrivant cette sorte de choses, prenant la posture anticipée d'officier de l'armée des morts, c'est se vouloir vivant, au-delà de soi-même, qu'on ait été fort, jeune et sans deuil, c'est rare, ou malade à crever du royaume de Danemark et de soi-même. C'est là qu'il faut entendre les rires jaunes et les grincements de dents du prince Hamlet. Lui aussi fut floué par la vie. C'est là qu'il faut entendre blasphémer l'éternité. C'est là, enfin, qu'on est soi-même l'enfant de la douleur première. Car qu'est-ce que la douleur première? Sinon, la découverte du moment où l'on se sépare de l'autre, où naît la conscience tragique de l'autre, où l'on devient soi, et l'on ne sait pas qui est l'autre, on ne le saura jamais, et pas davantage ne sait qui est ce « je » qui parle, car voici qu'on se multiplie à l'intérieur de soi-même, on ne sait qui on est devenu, on reste énigme à soi-même, on est cet inconnu, en face de tout qu'on croit connaître, la ville, le monde, la beauté des arbres et la face des eaux. Il dit « Tous, je les reconnais, voici souffrance de se savoir, se croire, différent des autres, puis souffrance encore de penser que l'on est définitivement monstrueux. Hurrah les morts. » Lui, Venaille, je ne l'ai jamais rencontré dans les années 70, et comment, avec quels yeux aurais-je lu alors L'apprenti foudroyé, papier d'identité, une poésie qui était dans la mouvance de Pierre Morange, voire de Jean Malrieux, et plus loin dans celle de Villon, de Rudebeuf, de Michaud et des Belges. Et c'est plus tard que je l'ai entendu lire, je ne sais plus où, les poèmes d'Engadine, que j'ai commencé à me reconnaître en lui. On rappelle aujourd'hui, dans Europe, l'influence que Pierre Morange a eue sur Venaille dans les années 60. Morange, cet homme sans âge, désespéré, désespérant de tristesse, mais qui a traversé le surréalisme, insulté ses pairs. Chez Venaille, l'invective est une forme majeure du lyrisme, et écrit quelques-uns des plus forts poèmes de la langue française. C'est une bonne chose qu'à travers Franck Venaille, on repense à Pierre Morange, qui le lit aujourd'hui dans nos jeunes générations, reprises par le démon de la modernité. Au miroir de Venaille, je me reconnais dans l'affirmation de cette présence du sujet dans l'écriture poétique, dans cette forme de lyrisme noir. C'est aller vers la gravité, s'éloigner des jeux gratuits que proposent les diverses prouesses modernistes. C'est centrer son écriture sur le point nodal de soi-même, ce nœud de mort et de douleur première, et savoir et dire qu'on le sait, que l'on contenait sa mort comme le fruit son noyau. Au fond, nous sommes nombreux qui nous reconnaissons dans cet état d'inquiétude, qui osons regarder en face notre condition humaine, nos yeux à demi aveugles tournés vers la même éclatante vérité. Son soleil impitoyable ne pardonne pas les mensonges de la parole ni les faiblesses du langage, accuse les ridicules, les postures du théâtre poétique, démasque ceux que Rimbaud appelait déjà les habiles. Et parfois, comme un sourire triste au milieu de notre travail sauvage, quelques vers de vous, Franck Venaille, ô conciliateur, nous parvenaient, et jusqu'à la Tamise, mon beau fleuve amarré à cette allée somptueuse,
où j'allais maintenant, homme vieillissant, exigeant son droit absolu à la concorde avec lui-même. Merci. Merci Claude. Alors, avant d'écouter la dernière lecture qui sera tirée, ça sera le début de l'Enfant rouge, dire quelques mots de ce livre. D'abord, chez le même éditeur, à 2 ans de distance, 2 livres ont été publiés qui auront été les derniers livres de 2 grands poètes. Il y avait eu L'écharpe rouge d'Yves Bonnefoy, qui était vraiment, je dirais, la dernière pierre, presque la pierre fêtière de tout ce qu'il a pu écrire et qu'il a extraordinairement pu achever avant de nous quitter. Et dans un genre tout à fait différent, mais avec la même couleur en couverture, 1 an après, Venaille écrit L'Enfant rouge, en sachant, j'en suis persuadé, que ça va être son dernier livre. Non pas qu'il ait su quoi que ce soit sur la date précise de sa mort, mais pour le vieux cheval qu'il était, il savait que ça serait le dernier livre qu'il aurait peut-être la force de porter, car la maladie l'avait quand même beaucoup affaibli. Et il choisit de faire quelque chose d'assez différent de tous ses précédents livres de poèmes publiés au cours des 10 ou 15 dernières années au Mercure de France. D'ailleurs, je dois dire que, sans trahir de secret, s'il a pu être publié au Mercure de France, c'est aussi grâce à Yves Bonnefoy. C'était un geste discret, mais qui honore, de par sa générosité, là aussi Yves Bonnefoy, parce qu'il avait été refusé chez Gallimard. Et donc, Yves Bonnefoy a rattrapé les choses ainsi, et ce n'est que justice. Bien. Donc, sachant que ça va être son dernier livre, il décide d'écrire L'Enfant rouge, qui est un livre assez singulier, une prose continue, où il revient vers ses années d'enfance, et là aussi, avec tout ce qu'il va prendre d'une réalité objective et tout ce que le lyrisme aussi va pouvoir travailler de cette réalité objective. D'ailleurs, dans un texte qu'il avait publié dans la revue Europe, il se définissait comme un objectiviste lyrique, ce qui peut sembler contradictoire, mais il y a une mise en tension en fait de ces 2 domaines-là. Donc cette enfance, ça veut dire que c'est un livre où il va, là aussi, comme sur la scène, disons, d'un théâtre, mais le théâtre, cette fois-ci, c'est le quartier, mais c'est pas une confession, des mémoires, où il raconte son enfance, même si son enfance est constamment présente, mais il y a un personnage qui s'appelle, en italique, et avec des traits d'union, Moi de 11 ans. Donc, Moi de 11 ans, c'est un personnage qui s'appelle Moi de 11 ans, et qui en fait va intervenir sur la scène du souvenir, comme en nous transportant dans ce temps-là. Mais il y a une chose très étrange, c'est qu'il y a une sorte de dédoublement constant des temporalités, c'est-à-dire que presque d'une phrase à l'autre, ou même parfois, peut-être même dans la même phrase, on a l'impression qu'on est sur 2 temporalités différentes, à savoir celle, disons, prenons les années 46 à 50, grosso modo, les libérations, les années 50, où c'est toujours Moi de 11 ans, même s'il en a 12 ou 13 dans la réalité, c'est toujours Moi de 11 ans.
Et puis en même temps, il y a comme l'ombre discrète, enfin, de celui qui écrit aujourd'hui et qui entend comme ces voix, qui est comme habité par ce il est plus habité, je dirais, c'est pas tellement qu'il est habité par le souvenir, mais il est habité par la voix, par des voix, du souvenir, des images, et qu'il va animer sur la scène. Il ne fait pas tout rentrer sur la scène, mais il va faire entrer un certain nombre de choses, avec, comme souvent au théâtre, quoi, des rétrécissements, des raccourcissements, des condensations du temps. C'est-à-dire que, par exemple, son engagement politique, je ne pense pas qu'il l'ait eu à 11 ans, tout de même. mais ça va intervenir voilà, à ce moment-là, tout de même. Il y a aussi il y a tout le quartier qui prend une dimension, je dirais, presque mythographique, quoi, avec ses habitants, ses petits commerçants, etc., avec le père dont il est question au moment. Évidemment, la mère est très peu évoquée, enfin un tout petit peu, mais pas tellement. Et avec cette silhouette fascinante, étrange, un peu inquiétante, qui habite à 3 immeubles de chez lui, qui n'est autre que Violette Leduc, auteur de La Bâtarde. Une femme vraiment, enfin pour l'enfant, parce qu'il la revoit avec ses yeux d'enfant, et elle avait quelque chose d'étrange aussi, une forme, disons entre guillemets, de laideur, mais très fascinante. Et évidemment, à ce moment-là, il ne sait pas qui il est, sauf que celui qui écrit, c'est Violette Leduc. Et donc, il y a ce dédoublement. Il y a toute une ambiance, toute une tension, je dirais, entre ce qui est la perception de son enfance, où il y a quand même quelque chose, on pourrait dire, de sacré, et en même temps, quelque chose pourquoi il a je dirais, un attachement, et en même temps, aussi une douleur qu'il porte, et qu'on retrouve d'ailleurs même au cœur de ce qu'il évoque, disons, de son engagement, à partir du moment où il devient cet enfant rouge, je dirais, c'est qu'il fait ce choix, cet engagement, mais en même temps, fondamentalement, c'est un homme qui porte en lui, quoi qu'il veuille, une mélancolie, un désespoir, une tristesse. Et évidemment, l'idéal pour lequel il s'engage est au contraire un idéal qui veut de la lumière pour le plus grand nombre. Bien. Et donc il est au cœur de cette contradiction qu'il le travaille. C'est son choix. Mais on le ressent très bien. Et c'est un livre qui est dans la tension, qui est pris dans cette espèce de tension très significative qu'au dernier moment, pour le dernier livre, il veut d'une certaine manière montrer une forme de fidélité, je pense, à cette origine, à là d'où il vient, comme on dit, et ça veut dire aussi au milieu social d'où il vient. Et c'est tout à fait intégré. Et en même temps, et c'est ça, je trouve, qui est finalement, enfin, pour moi, le plus bouleversant, parce que finalement, ce qu'il dit, ça a été le sort, même sous des modalités différentes, de beaucoup de Français. Je veux dire, venus de la classe ouvrière ou des classes humbles, et puis éveillés par l'école à des mondes autres, ou par-delà les pesanteurs de l'école, on arrivait à conquérir de la poésie, de l'art, enfin, que sais-je, où ça devenait le plus précieux de la vie. Eh bien, par rapport, dans ces cas-là, à son milieu d'origine, on est pris, je dirais, un peu entre deux eaux, c'est-à-dire de la fidélité
affective, profonde à ce milieu, mais avec lequel, cependant, il n'est pas possible de partager ce à quoi on a eu accès. Alors ce n'est pas ça qui est ouvertement thématisé dans le livre, puisque ce n'est pas un sociologue, c'est pas un livre de sociologie, voilà. Mais je pense que c'est cette tension-là qui est portée à un degré de transfiguration poétique, et que je crois que c'est ça finalement qui est au fond, qui est à l'arrière-plan du livre, si on voulait l'expliquer sous cette lumière-là. En tout cas, on va en entendre le début par Jean-Marc Bourg. Je ne connaissais bien sûr pas l'histoire que nous a dite Jean-Baptiste Parra tout à l'heure, et que Franck Venaille ne savait pas lui-même sur l'histoire de son père pendant la guerre. Et je m'étonne d'avoir choisi dans ce début, où tous les fils se mélangent, tous les fils narratifs se mélangent, d'avoir choisi la fin que j'ai choisie et que vous allez entendre. Alors je vous dis juste précisément ce que m'a écrit Micha. Il faut que ce soit son vieux frère de 90 ans, venant d'Australie pour un voyage d'adieu à la France, qui m'apprenne que si le père de Franck avait travaillé comme tonnelier à Bercy, c'est parce qu'il avait été mis à pied de la police en 1942, après s'être battu comme un fou pour que les policiers français ne participent pas à la rafle du Veldiv, comme pour les attestations de résistants qu'il a trouvées après la mort de son père. Franck ne savait rien. Ensuite, je suis parti à la recherche de mon enfance. Tout se termine, tout recommence. Je suis seul dans l'échelon ultime de la solitude, seul à s'en faire craquer les doigts. Crac, crac, crac. J'ai pris un verre, puis un autre, avec cette discrétion propre à ceux qui, jour après jour, s'installent parmi les guenilles. Guenilles laissées pour nous par les révolutionnaires virés des basses fosses de la Bastille. Guenilles à vendre. Guenilles pour ne pas insister sur la solitude. Ce n'est pas rien. Nous avons joué notre partition. Je vous raconterai un jour ce qu'il en advint. Vieux, vieux, vieux. En vrac. Il est indispensable d'écrire chaque soir, malgré le froid et la neige de ce plein hiver. Tout ce qui arrive est ma faute. Je voulais que chaque acte m'appartienne, dans l'ordre. Il s'est passé quelque chose, dans ce lieu, fraternisant avec la pauvreté. Je pense aux fissures qui, sur les murs, apparurent soudainement, aux déchirures du sol, à des craquements divers bientôt suivis d'appels à l'aide. C'était bien la vie immédiate, avec ses stratèges, choqués de se retrouver aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, sorte de suite au ourvari qui s'était abattu sur le magasin. Ah, décidément, l'histoire nous fait mal, avec ses meneurs préoccupés d'une seule chose, savoir de quel côté il est plus facile de foutre le camp et sauter par la fenêtre grande ouverte. Ô joueur de vielle, comme ton chant est triste, tu vas le long de la rivière, tu écoutes en marchant le murmure de l'eau alors que la lune elle-même fuit les malheurs qui vont s'abattre sur ce faubourg. L'enfant a peur, sensible ô combien à ce climat social qui le fait vibrer à chaque défilé du 1er mai. Hé, toi, modeste écolier, prends conscience, on décide toujours pour toi. Même dans la troupe de scouts, lorsque ton inquiétude de vivre devant tous apparaît. Grand jeu pour novices anonymes, grand jeu sans relief apparent, où l'on évite de tutoyer ceux avec lesquels on s'engouffre pourtant dans le labyrinthe des prie-dieux. L'odeur de la ville tout entière parvient jusqu'à nous, les disgraciés. Demain sera dimanche. Il échappe à cette médiocrité générale, dénoncée dans un tract par la jeunesse communiste. Père, je vous ai aimé tragiquement, c'est-à-dire à travers mes larmes. Et qu'en est-il du combat des mots ?
Je me nomme Franck Venaille. Et je sais que mon enfance m'attend dans cette rue Paul-Bert, proche, si proche du bazar rouge que je salue. Ça, je me souviens parfaitement de ce vaste entrepôt que de mémoire je situe entre la rue de Cîteaux et le faubourg Saint-Antoine. On communiquait d'un étage à l'autre par un large escalier en colimaçon. Je n'y suis jamais entré seul. J'accompagnais ma mère qui se grisait de rêve, marchant telle une princesse sur l'authentique tapis rouge, dévoré en dessous par des seaux d'eau de lessive. Moi de 11 ans, j'observais la multitude de nuages cachant la vie réelle, la vie unique. Aujourd'hui encore, je ne me sens pas un apôtre de l'observation minutieuse du ciel et d'autrui. Et hier, peut-être j'achetais, je volais des cartes postales reproduisant des œuvres de Bonnard, Matisse et Georges Braque. J'avais besoin de beauté, j'avais besoin d'admirer. C'est à cette époque que je me mis à écrire, dans le métro, mes premiers poèmes mécaniques. Les dernières marches de l'escalier de la station Faidherbe-Chaligny à peine franchies, je me précipitais sur le kiosque et m'emparais de tous les titres, Le Parisien libéré, France Soir, Paris Presse, L'Humanité, L'Aurore, pour retravailler les mots, les essorer, les tordre, eux qui s'étalaient là comme autant de blessures et de raisons d'espérer. Ne cherchez pas à me faire oublier l'élan qui fut le mien d'emblée vers la beauté ouvrière. Dès lors, le quartier tout entier changeait de forme et je me croyais incandescent. Que la lumière soit, que ce jeune homme, cet enfant plutôt, mêle avec succès l'écriture et la fidélité à une pensée politique qui commençait à apparaître dans sa vie. Ce soir, je suis avec toi. Je m'endors contre toi, enfant. Je suis resté attaché à des images naïves que j'ai conservées soigneusement. Aujourd'hui, je refais le voyage qui me conduit dans mon quartier. Il est mien, il m'appartient. Je l'ai aimé dans une sorte de toundra sentimentale. Viendront les temps noirs des prédateurs, mais moi de 11 ans n'a pas plié. Enfance de rien, peut-être, au 6e étage de cet immeuble qui semblait dominer, par son imposante présence, les toits d'ardoise de l'église protestante luthérienne, paroisse de Bon Secours de la rue Titon. Fenêtre d'où certains soirs d'été je percevais grondements et stridences des trains en provenance de l'insondable gare d'Austerlitz. Je me souviens de mon père. Ah, je me souviens lui avoir apporté son repas chaud de père et d'homme amaigri. Je me souviens Bercy, allée de feuilles mortes, repas servi par un enfant. Sommes-nous loin de chez nous? Tonnelier, tonnelier, vous faites un feu à la flamme éclatante, vous frappez fort sur les cercles, fort, dites-moi ce qu'est vraiment la lutte des classes. Un fantasme, un leurre que je traîne avec moi dans ce sombre atelier de la rue Faidherbe où les compagnons serruriers travaillent, liment, mains recouvertes par la poudre noire. Les clés du bonheur, la clé du bonheur passe-t-elle par ici où chacun répare, gond, grille métallique? Ai-je le droit de la chercher dans la grise cour du patronage où je reconstruis le monde pour moi seul? J'ai appris à pleurer avec discrétion. J'ai appris cela autrefois. Moi de 11 ans, face à cet homme en robe noire qui est depuis toujours dans l'attente de l'estafette venue des enfers, porteur de mauvaises nouvelles, celles que nous craignons avec raison, tous. Pourtant je ne suis riche que des éclats de vie, des fantômes qui me traversèrent. Je me tiens la tête à 2 mains sur le boulevard Voltaire, où je m'assieds sur un banc de bois. Ce sont toujours des morts qui viennent me chercher, les mêmes que ceux qui, au café La Mandoline, captent les futurs clients en provenance de la rue Faidherbe. Ah, pourquoi cette folie de violence en moi? Pourquoi avoir aimé parler de cette couche d'encre noire qui s'abat sur la rue Paul-Bert au moment où on l'attend le moins, quand les locataires de l'immeuble revivent les heures de leur journée, celle de l'affrontement avec soi-même et qui se clôt soudainement par l'éclat d'un rire presque vulgaire et enfantin à la fois? Oh, visage multiple de la même femme, à qui sa reine de pique,
Personne ne me répond. Silence qui me poursuit. Je vais mal, il faut le savoir. Faites-moi livrer les ruines encore fumantes du bazar rouge. C'est alors que naît l'envie de chanter un hymne à la gloire de la vie réelle. Ainsi ma rue fut pour moi le lieu privilégié des chercheurs d'or. Je ne mange pas de ce pain-là, dis-je à tous ceux qui tentèrent de s'approcher de moi. On ne touche pas à une rue qui a vu un enfant régner sur elle. Non. La rue Paul-Bert est le lieu de toutes les rêveries et d'une réalité combien douloureuse. Je sais de quoi je parle puisque je suis aussi cette rue Paul-Bert. Mon nom fut détesté par les cléricaux. Ministre sous la Troisième République, inventeur de l'école laïque, chacun a participé à l'action de cet homme différent dont on respecte la pensée libertaire. Aujourd'hui, des plaques installées au premier étage des immeubles viennent rappeler qui je fus, ici. Mais qu'en est-il vraiment de cette femme? Hiver 1945. Le froid s'allonge dans la rue pour se protéger, mais plus que lui, c'est l'angoisse devant la guerre qui prédomine. Moi de 11 ans cache son jeu. Dans la classe, quand la classe rejoint la cave pour se protéger des bombardements, c'est bien elle, notre institutrice, Madame Reynaud, qui, pour me consoler, me prend sur ses genoux. Je retrouve l'odeur qui régnait autour et dans la maison bleue. Il m'arrive de penser que ma mère est peut-être seule dans tout l'immeuble, à ne pas se maquiller. Vertigineux, non, n'est-ce pas? Trop sensible pour échapper aux blessures de la chair. Mais qui se souvient de ces longs couloirs mal éclairés menant aux caves les mieux protégées? Puis, retour devant la porte de l'école, la porte étroite, qui est franchie uniquement par les mères, qui se bousculent, s'apostrophent, tentent de s'approcher au plus près de leurs victimes. Je me souviens de tout. De ces visages tendus, presque carnassiers, ceux des femmes de 16h30 venues chercher leur fils et qui savent que bientôt le cordon qui les rattache l'un à l'autre, de lui-même, se brisera. Là, très jeune, j'ai senti que l'amour donné par ces êtres reposait sur une connaissance de la vie et, pourquoi pas, illustrait un savoir hors du temps venant du plus profond de la matière avec sa composante d'envie meurtrière. Cette goinfrerie d'émotions, de sentiments, d'investigation sur la pensée et le comportement de celui qu'elles considèrent comme leur bien firent sans doute de moi de 11 ans cet être blessé, qui désormais, sans âge, revient sur les lieux d'un bonheur léger, mais surtout d'une angoisse sans borne. « Je vais me passer par la fenêtre, dit la mère, mais combien de temps la chute va-t-elle durer ?» L'enfant entend tout, analyse tout. Il est resté lui-même des heures à scruter la cour intérieure avec ce passage utilisé pour se rendre dans la rue. Dès cet instant, il sera coupable, toujours. Je vois dans l'architecture de la rue Paul-Bert un compromis entre force sociale et histoires intimes d'une vie. Mère, ayez le courage d'avouer. C'est vous qui n'êtes jamais sorti de ce carton à chaussures qui vous tient lieu de repère. Ô mère, coupable d'avoir fait de nous des êtres obsédés par la forme que prit leur naissance. Corps supplicié, corps vivant, passé maître dans l'art d'organiser les obsèques des militants. Hélas, on ne peut pas mourir chaque soir. C'est au numéro 14, dans ces après-midi de solitude la plus complète. Une femme est tentée par l'expérience de la mort volontaire. C'est le match des pauvres contre eux-mêmes. C'est ainsi que je me forme à la plus abstraite des tentations intellectuelles. Avenir radieux d'un après-midi, d'une journée sans éclat révolutionnaire particulier. L'historien lui-même se tait. On pourrait écrire qu'il laisse venir vers moi ce que ma rue Paul-Bert, relayée par la bibliothèque Fornet, installée à l'intérieur de l'école, compte de meilleur. Les livres. Le parti y fait parler les muets, entendre les sourds, courir les soldats blessés aux jambes. Le parti, c'est lui, c'est moi. C'est l'image que nous donnons de nous quand on analyse les raisons objectives de notre engagement. Ah, je me suis emparé de ce trésor laïque, donner un sens à sa vie. Tu es nu, tu es socialement nu. C'est ton père et ta mère qui, par la main, te tiennent. Le parti, riche de tant d'individualité, ne pourrait se tromper.
Il est rempli de camarades la sagesse qui veillent sur toi, sur tes décisions les plus secrètes. Ainsi, ce douteux rendez-vous avec un groupe d'officiers du mal, je n'ai jamais entendu parler de cela. Je descends jusqu'au numéro 2 de la rue Paul-Bert, l'un des sièges de la puissante Fédération de Paris. Je suis accueilli par un permanent de seconde zone. Serrons nos mains les unes contre les autres. Débarrassons-nous de ces livres qui font du tort à l'ensemble de la classe ouvrière. Surtout, ne jamais désespérer Billancourt. Que m'importe qu'Adamov soit à la dérive, que Pierre Courtade se débatte à mort contre une forme d'apostasie virulente. Laissons Roger Vaillant à ses conquêtes adolescentes et qu'Aragon continue de faire rêver avec cette prose qui ouvre Aurélien. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Moi de 11 ans hésite. Fera-t-il le bon choix entre le Zanzibar et l'Old Navy? Aura-t-il la possibilité de joindre Courtade à Moscou pour le prévenir du danger qui le guette? Il existe 100 manières de modifier le sens d'une vie, de passer du bonheur à l'attente fiévreuse de l'agonie. Tout y est sombre, comme la vie, ajoutera la femme du 6e étage. Moi, j'ai aimé que ma rue soit passante, bruyante de cyclistes, de livreurs, de cris d'enfants. J'appréciais également son silence, celui qui suivait immédiatement un accident, ou mieux, l'annonçait. J'avais des rapports étranges avec mon immeuble que je n'aimais pas, mais pour la défense duquel j'aurais pu aller jusqu'au parjure. Revêtant ainsi l'habit du renégat, insulte suprême crachée par les cardinaux rouges sur celles et ceux qui, en désaccord avec la ligne politique du parti, le faisaient savoir. À tous, mon immeuble, sa façade maçonnée blanche, petit carreau, son frontispice, sa porte noire étroite, l'escalier de bois conduisant aux étages, tout cela induisait un sentiment de puissance. Il s'agissait d'une forteresse d'où se détachaient sur le fronton les 3 lettres magiques UPL que l'on pouvait lire pratiquement dès l'entrée dans la rue. Dépôt de papier peint, comme il en existait tant dans ce quartier. Puis, la nuit venue, s'installait le jeu fastueux avec la lumière des lustres, des lampadaires et des ampoules, chaque appartement cherchant à apparaître comme le phare sur lequel ses habitants pouvaient se guider. La nuit, rue Paul-Bert. Un enfant relit le texte de cette plaque apposée sur les murs de l'école de garçons de la rue Titon et qu'il a recopié. À la mémoire des élèves de cette école, déportés de 1942 à 1944, parce que nés juifs, victimes innocentes de la barbarie nazie et du gouvernement de Vichy. Plus de 1200 enfants du 11e arrondissement ont été exterminés dans les camps de la mort. Ne les oublions jamais. Eh bien voilà, je vous remercie et je suis très heureux. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont eu l'idée, l'initiative de rendre hommage à Franck Venaille. Ce n'est pas si courant que l'on ait cette attention aujourd'hui pour des poètes et il était vraiment un grand poète. Alors merci.